Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va voir en détail l'intégralité des actions et donc des interactions qui sont possibles sur 3D Vista Virtual Tour Pro. À la fin de ce module, vous aurez vu l'intégralité des interactions qui sont possibles et qui sont présentes à l'heure actuelle sur l'outil 3D Vista. Dans un premier temps, il s'impose de faire une petite définition de ce que c'est un hotspot. Un hotspot, entre guillemets, c'est un point chaud, c'est un point clé, c'est un point qui va être placé dans l'espace autour de l'utilisateur, vu que nous sommes dans une visite virtuelle interactive immersive, vous l'aurez compris, et donc on peut pivoter partout à 360 degrés, donc on va pouvoir ajouter des points d'interaction qui vont être placés dans l'espace. Ces points, on va les nommer hotspots. C'est le terme majeur et c'est celui qui est le plus utilisé, donc je vous invite à l'utiliser également, et on va se servir tout le long de cette formation. Un hotspot, c'est l'élément graphique en question qui représente ce point. Il faut savoir que ce point, si vous n'avez pas ajouté d'action, et donc il ne pourra pas générer d'interaction. C'est-à-dire que quand la personne clique sur le hotspot, il ne va rien se passer si vous n'ajoutez pas d'action à celui-ci. Et c'est ça qui est très important. C'est comme l'habillage que vous avez fait sur votre visite virtuelle interactive. Si par exemple le petit bouton activer ou désactiver le son est bien présent sur votre interface visuelle, mais qu'il n'a pas d'interaction et qu'il n'a pas d'action liée à lui-même, quand vous allez cliquer dessus, il ne va littéralement rien se passer. Il faut bien différencier le hotspot, qui est l'élément graphique, et l'action qui est liée à ce hotspot qui va en fait pouvoir générer cette interactivité. Rendons-nous sans plus tarder sur 3D Vista Virtual Tour Pro. Vous aurez déjà normalement une visite virtuelle qui commence à prendre forme. Encore une fois, nous sommes sur les tours d'horizon, donc aucune nécessité que ce soit votre projet final. Nous sommes là, encore une fois, pour avoir une réflexion et une ouverture d'esprit sur l'outil. Donc dans mon cas de figure, moi je suis toujours sur ma visite virtuelle du data center, et pour vous illustrer à nouveau ce qu'est un hotspot, ça peut être par exemple ce petit bouton qui est juste ici, ce petit hotspot animé qui est juste ici, ou par exemple ce petit hotspot qui est également au sol. Pour ce faire, pour expliquer toutes les interactivités dans l'onglet panorama et sur la partie hotspot, on va se mettre nous sur le premier panorama de notre liste, qui est bien celui-ci. Donc nous sommes bien à l'extérieur du bâtiment pour commencer cette visite virtuelle interactive. Mon objectif en fait, c'est que je vais me placer ici pour avoir une fenêtre vierge pour vous expliquer correctement comment cela fonctionne. On va prendre et on va créer un hotspot totalement fictif sur lequel on va pouvoir discuter au niveau des interactions qui sont possibles. Et on va voir la liste entière des interactions. Donc pour faire un hotspot, je vous rappelle que vous avez la liste ici qui vous permet d'y voir plus clair. Dans mon cas de figure, je vais tout simplement sélectionner un hotspot qui est déjà présent dans la banque de 3D Vista Virtual Tour Pro et le plus classique qui est ce bouton Info ici, qui est un hotspot dynamique. Vous voyez, il bouge. En fait, ce n'est rien de plus qu'un GIF GIF qui permet d'avoir une animation graphique assez sympathique, et ça, on peut le faire également par soi-même. Là n'est pas le sujet, je vais créer ce petit point I et je vais le mettre bien visible dans l'arbre juste ici. Je vais pouvoir, si nécessaire, le redimensionner comme ceci. Mon hotspot est créé, mon élément graphique est présent. Et il se situe bien ici, Info 02. Il a renommé automatiquement ce bouton Info. Donc, à vous d'avoir votre nomenclature au niveau des hotspots, mais on le verra pour la suite de ce cours que là, je ne suis pas le bon exemple. Ça fait plusieurs années que cette visite a été réalisée et je vais donc pouvoir reclasser correctement et surtout mettre les noms qui permettent de s'y retrouver facilement. Bref, l'hotspot est ici. Concentrons-nous maintenant à savoir où est-ce qu'on doit cliquer pour ajouter une action à ce hotspot. Donc c'est bien une action que l'on ajoute, ce n'est pas une interaction. En fait, l'interaction, c'est le fait que la personne va devoir cliquer sur ce hotspot qui va générer une action. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'interactivité. Et ce sera bien ici, juste ici, que l'intégralité de vos actions liées à cet hotspot en question vont être listées. Et donc, cela signifie bien que vous pouvez mettre plusieurs actions sur un seul et même hotspot. Exemple type, vous pouvez très bien avoir un hotspot qui fait diriger vers un autre panorama, mais qui fait également lire un petit bruitage en audio. Par exemple, un petit bruit de bip, de vent, peu importe, ou même une voix off. Et ce qui fait que vous aurez bien deux éléments qui seront listés juste ici. Donc vous pouvez cliquer sur le petit bouton plus et là, vous allez avoir la fenêtre principale avec l'intégralité des interactions que l'on va détailler dans ce chapitre.
pour vous expliquer comment ils ont été mis en place juste ici et pour pouvoir vous y retrouver plus facilement, c'est plutôt simple. On a en fait sur toute la ligne du haut ceux qui vont être le plus exploités lors de la création de votre visite. En fait, ils ont un peu trié ça par ordre d'exploitation et surtout parce que les tout premiers, vous l'avez vu, ce sont l'intégration d'objets médias que vous auriez déjà intégrés juste au-dessus. Je vous le rappelle, les onglets pour les objets médias sont bien panorama, photo, vidéo 360, 3D, plan, audio. Et vous voyez que ça ressemble vraiment à la première ligne et c'est normal. C'est-à-dire que ces actions-là vont être plutôt d'ordre très simple parce que ça va être de l'apparition d'objets médias que vous avez déjà préintégrés juste ici. Et vous allez voir que c'est juste hyper facile à comprendre. Ensuite, on a vraiment des choses qui sont beaucoup plus spécifiques. On va rentrer dans les choses très techniques pour finir par l'e-learning sur le tout dernier. Alors, commençons tout de suite notre tour d'horizon. J'en profite pour faire un énorme warning. Vous le voyez, vous avez bien des petits casques de réalité virtuelle qui sont présents un petit peu partout au-dessus de ces différentes actions. On fera un point juste à la fin, mais dans un premier temps, je vous dis que ces points où il y a un petit casque de réalité virtuelle signifie que les actions sont valables et fonctionnent en réalité virtuelle, donc avec un casque. Les autres ne fonctionneront pas, elles ne seront pas prises en compte. Donc, gros warning par rapport à ça, mais on refait un point en fin de formation. Commençons par le numéro 1. Et on va faire à chaque fois l'exemple avec le panorama. Cette action va permettre tout simplement d'ouvrir un autre panorama que vous avez dans vos objets médias panorama. Donc à chaque fois, je vais vous montrer comment cela fonctionne d'une façon très simple. Vous cliquez dessus et vous allez tomber sur la liste des panoramas qui sont dans vos objets médias. Et il vous suffit de sélectionner l'objet média en question. Vous pouvez double-cliquer, sélectionner normalement comme ceci. Et vous aurez à chaque fois une prévisualisation de où ça va aller, donc sur le panorama numéro 2, et quels sont les paramètres justement qui sont liés à tout ça. C'est ce qui va gérer en fait toute l'interactivité de votre action. Donc là, ce sera bien en cliquant sur ce hotspot que les personnes vont aller sur ce deuxième panorama, et ce ne sera pas au survol ou ce ne sera pas en montrant ou au déploiement. C'est très important de bien sélectionner la méthode ici. En montrant, par exemple, ça voudrait dire que la personne, elle tournerait la tête à peine vers le point I qui est juste ici, et ben elle serait directement redirigée vers le panorama numéro 2. Je ne vais pas aller en détail de toutes les fonctionnalités, je vous explique encore une fois les principales. Donc en montrant qui est souvent exploité, au survol, donc quand vous passez la souris au-dessus qui est le deuxième le plus exploité, et sur clic qui est celui d'origine et qui est en général le plus utile, c'est-à-dire quand la personne clique soit avec sa manette s'il est en réalité virtuelle ou s'il clique avec sa souris. Ça va s'ouvrir dans le main viewer. À chaque fois, vous aurez une liste ici. Étant donné que dans notre habillage, nous n'avons fait qu'un viewer principal, vous vous rappelez, c'est la fenêtre bleue qui est dans la partie habillage. Nous n'en avons qu'un. C'est-à-dire que si on en aurait fait plusieurs, par exemple, j'aurais créé le viewer numéro 2, viewer numéro 3, on aurait pu sélectionner. Et vous allez comprendre à la suite de cette formation pourquoi. Mais là, c'est-à-dire que le panorama va s'ouvrir dans le viewer principal, donc c'est parfait. Là, ce qui est très important, ça c'est la méthode de transition entre le panorama 1 et le panorama 2. Comment je veux que la transition se fasse quand ça va passer de l'un à l'autre. Donc, est-ce qu'on a une vue d'entrée intelligente dynamique? Et ça, clairement, c'est pareil, c'est coché d'office parce que ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on va avoir un effet de 3D entre les deux scènes qui va être hyper pratique et hyper bien fait. Sinon, vous avez d'autres modes. Celui qui va être le plus utilisé également, le point de départ fixe, c'est-à-dire que là, votre point initial, vous vous rappelez le fameux point 0 dans votre panorama, c'est-à-dire là où la personne va regarder quand elle va arriver sur ce panorama, et bien ce point de départ fixe va permettre de mettre les personnes dans le bon sens. Alors attention, gros warning, quand vous avez plusieurs hotspots dans un seul et même lieu et que ces hotspots sont visibles, par exemple si je voudrais me déplacer de l'autre côté de mon studio, j'aurais tout intérêt à utiliser la vue d'entrée intelligente dynamique parce que c'est dans la même pièce et ce sera beaucoup plus naturel que de faire cette deuxième fonctionnalité ici. Bref, là, en l'état, vous voyez, je n'aurais rien touché, ça aurait été déjà bon d'office pour moi et il ne me reste plus qu'à cliquer sur OK. Vous allez voir apparaître ici votre action
dans la liste des actions. Pour pouvoir prévisualiser ce que vous avez fait, il va vous falloir cliquer sur Aperçu, le bouton orange qui est en bas à droite de votre fenêtre. Donc moi, dans mon cas de figure, je vais cliquer sur Aperçu. Il va y avoir un léger temps de chargement parce que ça fait plusieurs fois que je n'ai pas prévisualisé la visite virtuelle. Vous aurez toujours un petit chargement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même si vous le faites assez souvent. Parfait, on rentre dans la visite virtuelle. Je me permets d'enlever le son, et vous voyez que vous avez bien votre hotspot, et celui-ci, quand je vais cliquer dessus, on va se rendre directement sur le panorama numéro 2. D'accord? Donc là, je suis bien sur mon autre panorama. Vous avez vu, la transition a été tellement fluide qu'on n'a quasiment pas vu. Et je suis bien passé du point juste ici au point qui est juste ici au sol. Et donc, rien de plus que ça. Le viewer, enfin, c'est un visualisateur. Donc, encore une fois, vous le voyez quand vous allez en haut à gauche. Vous êtes sur l'autre outil de 3D Vista, c'est-à-dire là, vous êtes vraiment de votre visite virtuelle à part entière. Vous voyez que c'est plutôt fonctionnel et que ça marche très très bien. Vous pouvez maintenant le quitter à chaque fois. Vous pouvez le laisser ouvert aussi, mais ça ne va pas prendre en compte vos modifications le temps que vous n'appuyez pas sur le bouton publier. Bref, à chaque fois, je vais vous montrer et je vais vous supprimer l'action qui a été créée. Ça va être une vidéo plutôt longue, mais on va essayer de faire au mieux. Je rajoute encore une fois une action et on passe sur la deuxième qui s'appelle album. Donc, j'avais déjà mon album photo dans la partie photo, donc ça va me permettre d'afficher l'album photo à l'écran. Donc, je vais pouvoir le sélectionner comme ceci et c'est encore une fois sur clic. Quand la personne clique sur le hotspot, on va ouvrir cet album photo et on est encore bien dans le main viewer. En général, vous avez des fois un viewer spécifique pour l'album photo, ça arrive et ce serait une bonne idée de le faire. Mais là, pour des raisons de simplification, encore une fois, voilà, je valide, je clique sur Aperçu. Ça charge un tout petit peu, donc l'album photo là, étant donné qu'il a intégré un deuxième endroit, vous voyez, il a rechargé les médias. Donc je pense que je peux laisser le son, ça ne devrait pas trop vous gêner. Donc je vais sur mon point et en cliquant dessus, on voit très clairement l'album qui se lance avec un défilement de toutes les photos qui sont présentes dans cet album. On va voir à la fin de la troisième photo que l'album se termine par une lecture de vidéo parce que je l'ai programmé ainsi dans ma visite virtuelle. Mais bref, là, en l'état, ce n'est pas important. Donc, vous voyez que là, la lecture d'album, c'est très très simple. Et vous allez voir que toutes les options pour ouvrir des objets médias sont extrêmement simples. On continue et encore une fois, on va faire un gros tour d'horizon. Donc, c'est normal que la vidéo soit un petit peu longue. Et j'en suis navré, mais c'est nécessaire pour votre apprentissage. Pour la partie vidéo, même principe, un clic dessus, vous avez votre banque de vidéos qui apparaît ici, la même que vous avez dans l'onglet Objets médias vidéo, d'accord? On va choisir une vidéo 2D qui est juste ici, sélectionner. Et comme d'habitude, vous avez les petites options qui en général sont très bien paramétrées, d'accord? Donc là, on a sur clic, je vais le laisser tel quel, dans le main viewer, dans le visualisateur principal. Et quand la personne va cliquer, ça va direct se mettre en lecture. Et il sera obligé de lire l'intégralité de la vidéo. Alors, pourquoi ne pas mettre un lecture arrêtée? Comme ça, ça permettra à la personne d'arrêter à n'importe quel moment. Et je vous le conseille d'ailleurs. Donc, parfait, on appuie sur OK et on fait un petit coup d'aperçu. Si la vidéo est déjà présente à un endroit de votre visite virtuelle, vous allez voir que les chargements sont plutôt rapides. Et ça, vous voyez, là, j'ai une visite virtuelle quand même assez conséquente, mais ça marche plutôt bien. Je rentre encore une fois dans ma visite virtuelle. Donc, je vais devoir pivoter à chaque fois. Alors, donc là, la vidéo se lit. La personne a la possibilité de mettre play, pause. Et normalement, la personne aurait eu la possibilité de l'arrêter. Mais dans mon cas de figure, a priori, ce n'est pas fonctionnel. Donc, en général, ce que les gens font, c'est qu'ils sont obligés, comme ceci. Là, vous voyez, c'est pas hyper fonctionnel parce que ma vidéo se lit derrière mon menu. Forcément, je l'ai mis dans le main viewer. C'est pour ça qu'avoir un viewer spécifique pour la vidéo serait hyper intéressant. Bref, la vidéo est bien intégrée. Aucun problème là-dessus. Je supprime. Continuons. Ajoutons une nouvelle action. Vidéo 360. Compatible réalité virtuelle. Et donc là, vous voyez que vidéo 360, il m'ouvre directement l'explorateur parce que je n'en ai pas intégré. Donc dans ma visite, il n'y en aura pas, mais la vidéo 360 se lancerait bien tout autour de la personne sans aucun problème. Au niveau de l'audio, donc l'audio, il va aller fouiller dans la banque d'audio ici. Sur clic, lecture, aucun problème. Je vous invite à laisser sur lecture et potentiellement, des fois, vous pouvez rajouter un autre hotspot à un autre moment pour dire de mettre pause à cet audio. Je donne un exemple. Vous avez
mis une voix off pour ce panorama. Cette voix off va durer 1 minute. La personne, au bout de 20 secondes, 30 secondes, elle en a marre ou elle a envie, elle a la possibilité d'arrêter cet audio. Et donc, ce sera très intéressant d'avoir un autre hotspot qui va dire bah, j'arrête l'audio qui s'appelle tel audio. Et donc là, vous voyez que je ne l'ai pas sélectionné, mais je vais bien prendre mon audio juste ici, par exemple, qui est un audio d'exemple, qui est intégré. On peut arrêter la musique de fond pendant que l'audio est lu, ou on peut la laisser. C'est intéressant des fois de mixer les deux. Si vous avez bien jaugé vos volumes, c'est-à-dire que la musique de fond est plutôt basse, comme vous l'avez vu dans cette visite, et que les audios voix off sont plutôt hauts, ça devient assez intéressant. Bref, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas forcément vous le montrer pour ce cas de figure, parce que la musique est la même que sur la visite virtuelle, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est comme ça qu'on ajoute cette action. Je vais ajouter une action modèle 3D. Encore une fois, là, vous aurez un peu plus d'options. Quand vous avez un deuxième cadre qui apparaît, comme ceci, c'est que vous avez vraiment plus d'options. Par exemple, modèle 3D, animation, lumière, changer d'environnement, changer de variante, afficher, masquer les objets, la mesure. Là, sur la partie 3D, comme dit précédemment, on fera un cours intégral. Mais si vous voulez mettre un objet 3D, vous avez juste à cliquer sur modèle 3D, à sélectionner l'un des différents modes, comme convenu, par exemple, comme le mode orbital, et sélectionnez votre objet 3D ici. Je suis bien sur le tableau. Donc, choisissez votre mode, vous pourrez importer le modèle 3D. Il va être affiché à l'écran et ça va être hyper intéressant. Les personnes vont pouvoir le faire pivoter. Ensuite, passons sur plan d'étage ouvert. Donc, idem, vous pouvez double-cliquer dessus comme ceci. Il va vous demander de sélectionner un plan si vous n'en avez pas dans votre onglet plan juste ici, d'accord? À titre d'exemple, on pourrait très bien mettre une photo telle qu'elle. Et donc, ce sera ceci notre plan. Et vous voyez, si on fait un essai, on va voir tout de suite ce qui se passe. Le plan va être affiché en grand. Il n'y aura pas de hotspot sur ce plan, mais ça permet de voir à quoi ça va correspondre. Vous voyez, j'arrive sur le plan. Je pourrais en fait faire n'importe quoi avec ce plan, me déplacer, avoir des hotspots dessus. Donc, c'est hyper pratique. Encore une fois, ce n'est qu'un premier aperçu. L'idée même de reprendre une visite virtuelle qui est plutôt ancienne de mon côté, c'est de la refaire de A à Z et de pouvoir améliorer avec les nouveaux outils qui sont à disposition, comme l'outil plan ou l'outil 3D. Et vous allez voir que ça va être de plus en plus intéressant. Donc voilà, le plan d'étage a été ouvert. On aurait pu nourrir ce plan en allant dans l'onglet plan et en mettant des hotspots sur ce plan, en mettant de diverses fonctionnalités. Bref, le pop-up image, qu'est-ce qui différencie donc les pop-up, images, vidéo et pop-up média du reste? Parce que vous allez me dire, on a déjà une fonction vidéo ici, mais là, il y a une fonction pop-up vidéo et celle-ci est compatible réalité virtuelle. Alors, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'un pop-up, ça va être un cadre prédéfini où votre vidéo va être intégrée. La partie vidéo ici, ça va s'intégrer dans le main viewer et ça ne va pas forcément fonctionner en réalité virtuelle. D'accord? C'est vraiment deux choses totalement différentes. Et donc, ce qui fait que vous pouvez très bien avoir un pop-up vidéo en réalité virtuelle qui s'ouvre grâce à cette fonction-là. Donc, pop-up image, vidéo, pop-up média sont les mêmes fonctionnalités. On va en voir un seul ici comme le pop-up image. On va sélectionner encore une fois cette image-là qui sera dans mon pop-up image. Sur clic, ça c'est la taille max de votre cadre par rapport aux 15% en horizontal et 95% en vertical. La distance de réalité virtuelle, ce point-là, franchement, pour le moment, en tout cas, il est très mal optimisé du côté de 3D Vista. Mais en gros, il y aurait potentiellement un léger flou ou non, dépendant de la distance de celui-ci. Et ça permet de mieux gérer la 3D. Donc, vous avez la transition pour ce pop-up, bouton fermé pour ce pop-up. Vous pouvez tout personnaliser à l'infini. Juste ici, la couleur du bouton, etc. Mais nous, en l'état, on devra avoir un pop-up image en cliquant sur le i. Et non pas une apparition d'image 2D toute simple, on aurait bien un pop-up entier. Vous allez voir comment ça se passe. Alors, je ne comprends pas pourquoi il m'a mis le bouton aussi là-haut, j'ai dû faire une erreur de manipulation. Mais voilà, on a bien le pop-up image et le bouton fermé qui permet de fermer l'image à n'importe quel moment. Voilà, avec la transition qui se fait. Vous avez compris toute la partie pop-up. Donc, on a vu les actions qui étaient principales et qui sont plutôt simples. Dès que vous avez des objets médias qui sont présents dans vos onglets d'objets médias, vous pouvez les intégrer hyper facilement comme ceci. Maintenant, nous allons passer sur des actions un petit peu plus avancées. Pas forcément avancées en termes de complexité pour les mettre en place, mais plus avancées parce que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et de déverrouiller un petit peu votre outil.
On part tout de suite pour ces fonctionnalités. Avec la première qui est la fenêtre d'information. En fait, c'est une pop-up où vous allez pouvoir mettre du texte et une image à gauche ou à droite. Cette fenêtre, vous pouvez la customiser comme vous le souhaitez et cela ne fonctionne pas en réalité virtuelle. Bref, faisons un petit test. Vous avez le texte qui est ici, que vous pouvez préciser en le tapant juste ici, d'accord? Et la partie photo en ajoutant un composant ici. Vous pouvez très bien avoir la partie texte sur la gauche ou la droite et avoir une photo, un panorama, un album photo, une vidéo 360, un modèle 3D, une vidéo via URL ou une web frame à cet endroit-là. Donc en fait, c'est ultra puissant. C'est le genre de fenêtre que vous allez mettre en général un peu partout parce que c'est la meilleure façon de le faire. Alors attention, gros warning, je le répète, cette fenêtre d'information n'est pas compatible VR et c'est bien dommage parce que ça nous ouvre les portes vraiment de plein de fonctionnalités hyper intéressantes. Ça permet en fait de mélanger plusieurs composants les uns avec les autres sur une seule et même fenêtre. Au lieu d'avoir peut-être une vidéo d'un côté et faire un autre élément avec une photo, et là vous pouvez tout mettre dans une seule et même fenêtre d'information. Vous n'êtes pas limité, d'accord? Au niveau du pop-up cadre Internet, vous allez pouvoir intégrer une web frame ou une iframe si vous préférez à n'importe quel endroit. Il faudra que votre visite virtuelle soit disponible via Internet et cela ne fonctionne pas avec un casque de réalité virtuelle. Par exemple, je pourrais très bien, à cet endroit bien précis, insérer mon URL juste ici et du coup avoir une pop-up avec un cadre Internet. Donc là, on est bien sur un lien URL plutôt classique. Je me suis trompé, ce n'est pas une web frame ou un iframe, ce sera juste après. Mais là, par exemple, j'aurais bien le site internet Drone Ambition ou digitalambition.fr. Je mets le lien. À chaque fois que les personnes vont cliquer, ils vont avoir cette pop-up en grand. Donc, rien de bien sorcier. Vous aurez toujours plein de fonctionnalités à tester par vous-même. Mais pour le moment, vous n'avez pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Vous avez en général l'en-tête, le corps, le bas de page, le bouton fermé de cette pop-up à régler. Donc, si vous voulez personnaliser par exemple le bouton qui ferme toutes les pop-up, une fois que vous le personnalisez ici en changeant par exemple la couleur de fond du bouton, en cliquant par exemple ici, si vous voulez changer la couleur du fond du bouton comme ceci avec un dégradé, vous pouvez bien évidemment en cliquant sur OK, cocher, appliquer ce style pour tous les pop-up et ce qui permettra d'avoir le même style pour l'intégralité des pop-up. Alors attention, si vous voulez faire des pop-up différentes, donc les pop-up, c'est bien la fenêtre qui va s'ouvrir au-dessus de votre interface. Et donc vous pouvez vous servir de ce bouton-là qui est hyper puissant. Si vous avez une identité visuelle qui est très très bien faite et qui, avec des pop-up qui sont tous identiques, ça va marcher vraiment bien et je vous conseille de le faire. Donc bref, ceci c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand l'élément est rouge, vous le voyez juste ici, quand l'élément est rouge, comme le pop-up cadre Internet ici, cela veut dire qu'il vous manque quelque chose. Vous n'avez pas rempli un élément, vous n'avez pas mis le lien, par exemple URL, dans notre cas de figure. Passons maintenant au pop-up PDF qui, comme son nom l'indique, permet de faire apparaître un PDF directement sur votre interface. C'est ultra puissant, c'est ultra pratique. Franchement, dès que vous avez beaucoup de texte, je vous invite à le mettre en PDF. Au moins, vous n'avez pas de problème de mise en page spécifique et c'est vraiment très très simplifié. Donc, encore une fois, même principe, en cliquant dessus, il va me dire que je n'ai pas pour l'instant de PDF et de toute façon, vous n'avez pas de possibilité de mettre les PDF dans vos objets médias. Donc, il faut comprendre qu'à chaque fois, vous allez devoir sélectionner les PDF au bon endroit. OK ? Donc, ça va s'ouvrir avec une dimension bien définie et le PDF peut être également en multipage ou en une seule page sans aucun problème. Pas disponible en réalité virtuelle. Encore une fois, effectivement, la lecture de documents textuels de type PDF en réalité virtuelle est déjà très limitée de base parce que c'est très dur à lire des textes en réalité virtuelle parce que les textes sont souvent très petits. Et d'autant plus s'ils sont sur une frame limitée dans l'écran. Ensuite, un petit bouton lien juste ici. Cette fois-ci, qui ne permet pas d'ouvrir un pop-up avec la page internet qui va être directement dessus, mais bien de rediriger les personnes vers ce site internet. Ce qui fait que si les personnes sont sur votre visite virtuelle et que vous voulez que ça ouvre un nouvel onglet, que ce soit dans le même onglet ou dans le même iframe, ce sera ici que vous pourrez sélectionner, mais c'est ultra puissant. Je vous invite à ne jamais faire que la visite virtuelle se ferme pour des raisons de référencement ou autres, mais de bien faire que ça s'ouvre
en supplément. Dépendant des cas de figure, encore une fois, j'ai souvent l'habitude de mettre cette fonctionnalité, par exemple, sur le logo du centre de formation, etc., qui permet en fait, par exemple, d'avoir des informations de votre organisme de formation ou sur le site de votre université ou sur le site de votre entreprise. Et là, je trouve que ça a son intérêt, mais évitez d'en mettre partout dans votre visite virtuelle pour ne pas sortir vos étudiants, vos élèves de la visite. Donc, continuons avec le dernier de cette catégorie, télécharger un fichier. Ça, c'est hyper intéressant, mais ce n'est pas disponible en réalité virtuelle, encore une fois. Donc là, la personne va pouvoir télécharger le fichier que vous lui proposez. Donc, une fonctionnalité très commune au LMS et qui sont vraiment hyper intéressantes parce que là, vous pouvez mettre des fichiers à la volée comme vous le souhaitez. Alors attention, pour ne pas alourdir votre visite virtuelle en elle-même, je vous invite à bien compresser vos éléments. Mais la personne, si par exemple, elle doit télécharger les sources de votre cours, si elle doit télécharger des supports à l'écrit en supplément pour qu'il les ait en local sur son ordinateur ou sur son téléphone ou sa tablette, il pourra les télécharger en cliquant sur le hotspot en question. Ça va télécharger automatiquement sur son support. Ensuite, passons au chapitre suivant. On rentre dans un chapitre qui est beaucoup plus orienté sur les contrôles de vos objets médias. Jusqu'à l'heure actuelle, vous avez appris à faire apparaître des objets médias ou à faire quelques actions avancées comme faire apparaître des fenêtres d'information, des pop-up de PDF, ouvrir un lien ou télécharger quelque chose, mais vous n'avez pas fait énormément de choses par rapport au contrôle de ces différents objets médias. Et ce petit chapitre est fait pour ça. Nous aurons alors plusieurs éléments: afficher, masquer un composant, montrer, masquer un hotspot, la fonction hotspot JavaScript, la fonction histoire qu'on va appeler historique, et la fonction partage des médias sociaux, donc pour partager votre visite virtuelle ou un panorama spécifique sur les réseaux sociaux, le contrôle des médias et le contrôle de la liste. Pour l'instant, sur ce chapitre, on va se concentrer sur ceci. Donc, afficher et masquer un composant. Vous allez voir que quand vous cliquez sur cet élément, vous allez voir une fenêtre qui change un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir si vous avez testé tous les éléments juste au-dessus. Là, on a vraiment les éléments qui font partie de votre skin, c'est-à-dire de votre habillage, qui sont à droite, juste ici, et qui sont à l'identique en fait de ce que vous avez dans votre onglet habillage. Rappelez-vous, j'ai bien un menu déroulant, j'ai bien un logo, un footer, etc. Et donc, grâce à cette fonctionnalité, vous allez vous permettre de les afficher ou de les masquer à la volée n'importe quand. Exemple typique, quand vous avez une visite virtuelle où il y a des choses qui sont interdites aux moins de 18 ans ou qui sont interdites à une typologie de personnes bien spécifique ou que vous voulez cacher pour des raisons X ou Y, vous pourrez très bien cacher par exemple le logo au début de la visite virtuelle et que les personnes aient la capacité de l'afficher ou le désafficher à n'importe quel moment. Donc par exemple pour du moins de 18 ans, par exemple je pourrais très bien désactiver certains composants à la volée grâce à cet outil. Voilà, et ça permet en fait, pareil, si vous voulez libérer votre vision, par exemple, vous savez, j'ai un menu, moi quand j'appuie sur aperçu, vous avez vu, j'ai mon menu blanc qui est juste en dessous. Si vous voulez qu'il soit désactivé pendant un petit moment pour avoir une vue totale sur le panorama 360, et potentiellement, j'aurais juste à cliquer sur mon footer ici. Vous voyez, je clique sur footer, c'est-à-dire que s'il est affiché, il va devenir invisible quand je vais cliquer, et vice-versa. Et donc, voilà, vous voyez, j'ai bien laissé basculer, afficher, masquer, donc c'est parfait. Je vais cliquer OK, aperçu. Quand je vais cliquer sur mon hotspot, vous allez voir que l'intégralité de mon footer va disparaître. Et quand je vais recliquer dessus, il va tout simplement réapparaître. Mais c'est valable pour tous les composants de votre visite. Donc, je ne sais pas pourquoi cet élément s'est mis sur le skin, mais je vais le supprimer. Vous voyez, je clique sur le i, ça disparaît, ça réapparaît quand je clique sur le i, comme vous le voyez à l'écran. C'est parfait. Parce qu'il m'a mis d'office en fait un floor plan, donc je vais me permettre de le supprimer, c'est tout à fait normal. Ok, repartons sur notre panorama numéro 1 avec notre hotspot très important. Donc vous avez compris comment on affiche et on masque un composant. Les composants se font que via votre onglet d'habillage. Ils ne peuvent pas être faits ailleurs. Faites tous vos composants sur la partie habillage et vous pouvez les désactiver et activer à n'importe quel moment grâce à ce bouton. Montrer, masquer un hotspot permet de tout simplement montrer ou non différents hotspots. Ça peut être également très intéressant si par exemple vous décidez de faire des hotspots pour flouter des éléments.
C'est-à-dire que si vous cliquez sur un bouton moins de 18, ça va flouter tel élément. Bref, ça peut être hyper intéressant. Il faut bien comprendre que cette action permet de montrer ou de masquer un autre hotspot ou des autres hotspots. On ne parle pas du hotspot sur lequel on est en train de cliquer. Ça va vous paraître un petit peu compliqué au début à comprendre la gymnastique, mais ce sont des boutons des fois qui sont vraiment très utiles. Par contre, la partie hotspot, là, qui est totalement différente. C'est-à-dire quand on clique sur un hotspot, ça va activer un autre hotspot qui est présent déjà dans une de vos scènes. Donc là, on rentre dans quelque chose de très technique, mais croyez-moi, ça arrive et vous pouvez vous en servir. Par exemple, je voudrais que dans la scène numéro 3, comme ceci, que mon hotspot, donc là j'ai une liste de hotspots juste ici, hein, qui sont les hotspots qui sont présents sur la scène numéro 3, et bien que celui-ci, et ben tout simplement, il s'active quand je clique dessus. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Et croyez-moi, ça peut vraiment servir d'activer un hotspot avec un autre hotspot. Si par exemple, la personne coche ce hotspot et que ce hotspot a valeur d'un autre hotspot sur un autre panorama et qu'il n'a pas besoin de le recocher pour valider les acquis, et ben potentiellement, cette fonctionnalité va être intéressante pour vous. On le verra sur toute la partie chasse au trésor, etc. C'est un petit peu différent, mais là, ça vous permet vraiment de faire tout et n'importe quoi grâce à ces actions. On ne se trompe pas entre montrer, masquer les hotspots et faire activer un autre hotspot qui est présent sur un autre panorama avec un hotspot sur le panorama sur lequel vous êtes. Donc c'est technique, mais c'est des éléments où vous allez moins vous en servir, hein. Plus on va vers le bas, moins vous allez vous en servir, à part la fonction e-learning qui est hyper intéressante juste en bas. Execute JavaScript. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais si vous avez quelqu'un qui maîtrise la programmation informatique, peu importe le domaine, et s'il maîtrise l'écriture de code en JavaScript, il va pouvoir tout simplement mettre son code juste ici et ça va fonctionner parfaitement bien. C'est vraiment si vous voulez développer d'autant plus votre visite virtuelle interactive avec des forces de votre entreprise et des forces de vos prestataires. Donc, ce n'est pas forcément une fonction qu'on va utiliser dans notre cas de figure. Au niveau de l'histoire, c'est tout simplement l'historique, c'est-à-dire qu'avec ce bouton, je vais pouvoir revenir, donc sur clic, je vais pouvoir revenir un élément en avant par rapport à mon carrousel. Rappelez-vous, votre carrousel, c'est là où vous avez l'intégralité de vos objets médias dans un ordre bien précis. C'est-à-dire que sur le clic, soit ça va retourner ou soit aller vers l'avant. Ce qui permet en fait des fois de laisser la possibilité à n'importe quel moment à la personne d'aller un peu plus vite, d'aller de scène en scène ultra rapidement avec un bouton. Pourquoi pas? Moi, dans mon cas de figure, ça m'est déjà arrivé de me servir de cette partie historique, mais principalement sur mon habillage. C'est-à-dire que j'avais mis une petite flèche en bas à gauche, une petite flèche en bas à droite de mon skin, et ces petites flèches permettaient d'aller en avant et en arrière beaucoup plus rapidement. Mais ça, en général, c'est sur des grosses visites où vous avez beaucoup de panoramas. Passons au suivant avec le partage des médias. Ils appellent ça partage médias sociaux, mais en fait, ce n'est rien de plus que comme vous l'avez vu sur la partie skin, vous pouvez aussi le faire sur la partie skin. Tout ce que je vous dis ici, c'est les interactions qui sont présentes partout sur l'outil. Vous aurez toujours la même fenêtre. Et donc, partage médias sociaux, c'est-à-dire que, par exemple, si la personne se trouve sur ce panorama en question, qu'il appuie sur ce petit bouton i, il va partager la visite virtuelle, le lien de la visite virtuelle via ses réseaux sociaux directement. En fait, ça va ouvrir Facebook, ça va ouvrir l'élément en question, Twitter par exemple, et ça va mettre l'URL de la visite virtuelle. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que si vous voulez que les personnes aient la possibilité de partager sur les réseaux sociaux ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils sont en train de faire, en train de voir, et c'est vraiment avec cette fonctionnalité-là que vous allez pouvoir le faire. Le média, contrôle liste, qui sont les deux derniers éléments. Le contrôle de médias va vous permettre de contrôler n'importe quel type de média qui serait en cours ou non sur votre visite virtuelle. Par exemple, on va voir tout de suite si je monte un petit peu plus haut. Je clique sur le bouton i et je veux que ça déplace mon panorama. On va mettre déplacer le panorama vers le bas. On va cliquer sur OK. D'accord, alors j'ai fait une petite erreur. C'est intéressant en fait pour diriger correctement le regard des personnes. Hop, je vais le faire dans le menu viewer. Et on va voir que quand je clique sur le bouton i, ça va diriger mon panorama directement. Alors ce n'est pas disponible en réalité virtuelle et heureusement, sinon bonjour le motion sickness. Donc je rentre dans ma visite virtuelle encore une fois, j'ai mon point i et on voit que ça baisse jusqu'à arriver totalement au nadir sur mon panorama. Après la personne peut reprendre la main
comme il le souhaite. Bref, ce contrôle de médias vous permet de faire tout type de contrôle d'objets médias que vous auriez intégré à ce moment précis. Par exemple, on pourrait arrêter un audio spécifique, on pourrait lancer un nouvel audio, on pourrait lancer tout type d'éléments en fait. Et c'est ça qui est hyper puissant. Alors, c'est disponible en VR, mais attention encore une fois à ce que vous faites. Si vous faites un tilt vers le bas dans le panorama 360, ça va pas être génial. Et croyez-moi que ça peut rendre très vite malade. Donc, le contrôle liste, c'est quasiment pareil, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas pour la gestion d'un média, mais pour la gestion d'une liste de médias. Donc là, on va laisser par exemple pour vous montrer à quoi ça correspond sur clic. Donc quand je clique sur le bouton I, ça va lancer l'action. Ça va faire que sur le carrousel, ça va gérer la liste de carrousel et ça va faire le prochain média. Donc dans ce cas de figure, ça ressemble un petit peu à l'historique. En fait, c'est un petit peu la même façon de procéder. Mais il faut savoir que ce n'est pas forcément lié à votre carrousel. Si vous avez une thumbnail list, c'est-à-dire une liste de miniatures que vous avez déjà mis dans votre habillage, par exemple, vous avez toutes les salles de cours sous une forme de petites bulles qui sont affichées en bas de votre écran, et ben, vous voulez que quand la personne clique sur ce bouton, et ben, elle passe avant ou après ou sur une scène ou une autre. Donc c'est un petit peu plus technique que l'historique parce que l'historique se fie vraiment qu'au carrousel. Là, vous pouvez vous fier à une liste de miniatures que vous avez fait par vous-même. C'est un petit peu technique, croyez-moi, ce bouton, vous n'allez pas vraiment vous en servir beaucoup. Vous allez beaucoup plus vous servir de l'outil contrôle média. Passons maintenant vraiment aux outils qui sont complémentaires. Ils ne sont pas les outils principaux et qui ne vont pas vous permettre vraiment de faire des choses plutôt standards, mais vraiment d'aller sur des choses assez avancées qui peuvent être ultra intéressantes ou ultra utiles, dépendant de votre cas de figure, bien évidemment. On va droit dessus. Donc nous sommes à la fonctionnalité changer de langue. Vous voyez que dans mon cas de figure, je n'ai que le français. Rappelez-vous, dans votre onglet projet, vous avez la possibilité de mettre une visite virtuelle en français, de faire la déclinaison de tous les textes qui sont présents sur l'interface de 3D Vista en anglais, en allemand, bref, dans toutes les langues. C'est à vous de mettre la traduction, bien évidemment. Mais là, grâce à ce bouton, vous pourrez switcher d'anglais à français, par exemple, à n'importe quel moment. Ce qui fait que 3D Vista peut être vraiment très optimisé et très utile pour faire des cours de langue, si vous êtes dans ce cas de figure, par exemple. Bref, vous pouvez changer de langue. Attention, si vous avez des médias, par exemple, des vidéos où il y a une personne qui parle, si vous avez également des PDF qui sont présents, qui sont en français, et bien tout ça, il faut le prévoir et il faudra bien que quand la personne clique sur ce bouton, oui, cela va passer toute la partie interface, donc les textes qui sont présents sur l'interface en anglais, par exemple, mais il faudra bien penser à que cela change également l'intégralité des objets médias qui seraient en français. Et ça, c'est pas une mince affaire, c'est-à-dire que vos vidéos, il faudra les tourner en multilangue, il faudra également prévoir tous les textes en plusieurs formats de langue. Bref, vous l'aurez compris, faites attention, petit warning sur le changement de langue, cela change bien que les textes qui sont dans l'interface. Rappelez-vous, hein, par exemple, j'ai une bande blanche, moi qui est mon menu juste en dessous, avec des textes qui sont en français. Et donc, c'est ces textes-là qui vont être potentiellement changés en anglais. Ensuite, prendre une capture d'écran, très simple. À ce moment précis, si la personne décide cliquer ici, ça va prendre une capture d'écran du main viewer, donc du visualisateur principal. Donc ça va enlever l'interface, l'habillage, le skin qui aurait autour, et ça va prendre la capture d'écran. Ce qui fait que la personne va pouvoir la télécharger et la partager si elle le souhaite également, ou la garder pour elle-même. Ça, c'est hyper intéressant et vous allez peut-être devoir vous en servir lors de votre formation quand je vais vous demander de me partager des éléments de votre visite virtuelle. Peut-être que je vais m'en servir, mais bref, cet outil de capture d'écran, elle est très bien, par exemple, pour faire un petit jeu, faire des photos souvenirs de votre visite virtuelle interactive. Bref, c'est toujours intéressant d'en mettre. Ou par exemple, si la personne elle a fini un de ses exercices et qu'elle doit prendre une capture d'écran pour que vous ayez en local dans votre casque de réalité virtuelle, eh ben, la réponse à ces quiz, mais sous forme de capture d'écran, ce qui permet en fait tout simplement d'avoir les documents qui arrivent en local sur le casque de réalité virtuelle ou ailleurs, hein, ou sur l'ordinateur en question. Bref, c'est un petit peu complexe que je vous explique, je vais essayer de simplifier, hein. J'essaye de simplifier au maximum les choses, mais la capture d'écran, c'est comme son nom l'indique, comme sur un ordinateur, ça permet de capturer ce que la personne est en train de voir sous un format photo ou PNG. Voilà. Passons au suivant avec le text-to-speech.
Très important si vous voulez faire que votre visite virtuelle soit adaptée pour les personnes en situation, par exemple, de handicap très spécifique ou non. Et donc, le text-to-speech permettra en un seul clic que ça lise l'intégralité du texte qu'il y a sur votre panorama, par exemple. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs fonctionnalités. Ça pourrait lire le texte qu'il y a vraiment sur les hotspots, lire le composant de l'habillage, c'est-à-dire vous allez sélectionner un composant spécifique, vous vous rappelez, dans votre habillage, avec, par exemple, ça pourrait lire le composant du bouton panorama et ça dirait panorama. Donc, la voix serait totalement numérique. Donc, ça se fait automatiquement. Pourquoi pas, dans plein de cas de figure, ça peut être hyper important. Je vous invite à le mettre quand c'est nécessaire pour pallier à différentes situations de handicap. Vous l'aurez compris, si vous êtes dans le cursus certifiant de cette formation, vous devrez mettre en place au moins un système de contournement ou d'adaptabilité par rapport au handicap, qu'il soit mineur ou majeur, qu'il soit très présent ou non. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Il faut savoir qu'une visite virtuelle de nature, elle est déjà pratiquement adaptée à pas mal de situations de handicap physique principalement, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et de toute façon, c'est toujours intéressant, plus vous allez en ajouter. Si votre visite virtuelle est faite pour aller dans le monde entier, il nous reste que la fonction note. Donc là, avec deux fonctionnalités, entrer en mode note et afficher, masquer les notes. Donc normalement, entrer en mode note va permettre à la personne, on va faire un essai tout de suite avec aperçu. Ce n'est pas une fonctionnalité que je me sers beaucoup, mais je suppose que la personne va pouvoir avoir une note qui s'affiche. Je ne pense pas que c'est disponible en réalité virtuelle. Écran, et voyons ce qu'il se passe. Dans mon cas de figure, il ne se passe rien, certainement parce que je n'ai pas activé la fonction note, vous vous rappelez, dans la partie publication. Bref, ce n'est pas forcément un élément intéressant et je pense que c'est beaucoup plus fait pour les personnes qui développent avec le JavaScript. Et passons au nerf de la guerre, c'est-à-dire la partie e-learning. Encore une fois, nous sommes dans une phase de survol. Et on peut voir compter pour score, ce qu'on appelle le count to score, qui est la fonctionnalité majeure, la carte de questions, afficher le rapport, afficher le délai d'expiration, déclenchement sur cible, commencer e-learning, finir e-learning, minuteur e-learning. Même principe, ça paraît complexe, mais c'est vraiment la seule action avec ces sous-actions ici qui sont liées à l'e-learning. Vous pouvez, entre guillemets, utiliser d'autres éléments pour faire du e-learning, ça fera partie de votre parcours, mais là on rentre vraiment sur des choses qui sont vraiment faites pour ça. Il faut juste comprendre deux choses importantes. Vous avez bien commencer e-learning et finir e-learning, qui sont la base de votre structure e-learning. C'est-à-dire que vous allez être obligé de mettre un bouton ou de mettre un endroit bien spécifique où le e-learning va commencer, pour que cela puisse comptabiliser quelque chose. Soit un count to score, soit comptabiliser les questions qui sont justes ou non, soit comptabiliser le déclenchement sur cible, c'est-à-dire que quand la personne elle clique sur un élément, ça va déclencher un point ou enlever des points par exemple. Mais il faut bien un commencement et une fin. Donc pensez déjà à ça, ça permet déjà de bien structurer les choses. Par exemple, on pourrait très bien mettre que quand la personne clique sur ce bouton i, eh ben, le e-learning commence sur l'intégralité de notre visite virtuelle. Ensuite, repartons sur la partie e-learning. Le minuteur e-learning permet, et je vous invite, vous pouvez le mettre également en même temps, si vous le mettez au début, et bien sur clic, ça permettrait de mettre pause ou de continuer le minuteur e-learning. Donc là, on est au tout début, donc on va mettre continuer et OK. Donc là, un minuteur va se déclencher, c'est-à-dire qu'à la fin, on aura une notion de durée. Si vous ne mettez pas ce minuteur, il y aura tout de même une notion de durée, mais le minuteur, il est intéressant pour mettre pause ou play à certains moments. Je m'explique. Par exemple, vous voulez laisser du temps à l'élève pour regarder des éléments à un moment bien précis de votre session e-learning. Et bien, mettez bien que quand la personne clique sur un élément, ça met pause. Comme ça, ce n'est pas comptabilisé dans la durée de son cursus e-learning. Quand cette personne va recliquer sur un autre bouton, elle va pouvoir réactiver ce minuteur. Bref, c'est une façon de mettre play pause sur le minuteur. Poursuivons encore une fois sur ces notions. Donc là, les trois qui sont à la fin, vous l'aurez compris, c'est vraiment lié à votre structure de e-learning. Et afficher le rapport, c'est également pareil, ça fait partie de la structure du e-learning, mais ça ne fait pas partie du contenu du e-learning. Et donc, afficher le rapport va permettre à n'importe quel moment d'afficher le rapport pour savoir si la personne a répondu juste ou elle a trouvé combien de cibles sur combien
etc., etc. C'est vraiment l'affichage du rapport. Et afficher le délai d'expiration qui est également un élément plutôt technique qui permet d'afficher si le temps qui reste à la personne ou non pour réaliser son activité ou inversement de la supprimer. Voilà, tout simplement. Et les 3 derniers qui nous restent, quart de question, compter pour score, déclenchement sur cible, sont les 3 façons de faire du e-learning sur 3D Vista. Je fais un très court débrief tout de suite. Commençons par le premier, compter pour score. À la base, ça s'appelait Count to Score, donc c'est très très simple. Il faut imaginer ça comme avoir différentes cibles, et quand vous cliquez sur ces cibles ou quand la personne visualise cette cible, cela permet de marquer un point ou de enlever un point ou de marquer 30 points ou de retirer 70 points. Bref, c'est un count to score. Donc, c'est la fonctionnalité la plus simple qui existe. Par exemple, un exemple typique, vous êtes dans une situation où vous formez les personnes à la sécurité en hauteur au-dessus des bâtiments et vous êtes sur un panorama photographie 360 où vous devez trouver 5 éléments qui vous perturbent, 5 personnes qui auraient mal sécurisé la zone, 5 personnes qui sont mal équipées, etc., etc. Et donc, vous allez comme ça regarder partout autour de vous ou le faire sur ordinateur et la personne, elle va pouvoir, à l'aveugle, sélectionner les zones et du coup, quand elle va sélectionner la zone, cela va ajouter ou enlever des points si elle a juste ou faux, par exemple. Ça peut aller plus loin que ça, mais j'essaye de faire très court et vous donner des exemples concrets. Voilà pour le count to score. Dès que la personne atteint sa cible, cela rajoute des points, cela enlève des points et vous aurez un résultat final à la fin. Pour la partie carte de questions, qui s'appelait question card en format anglais. Pareil, c'est très simple. Vous avez un texte et un visuel d'un côté ou uniquement une liste de quiz plutôt classique et la personne va pouvoir faire du QCM plutôt très classique. Il ne va pas y avoir de notion où la personne va pouvoir rentrer manuellement des éléments de texte. Ce sera juste du cocher ou décocher. Et encore une fois, vous pouvez les mettre n'importe où dans votre visite virtuelle sans aucun problème. Pour la partie déclenchement sur cible, c'est un petit peu différent que le count to score. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, quand la personne a validé une certaine cible, lancer une nouvelle action. Et ce qui est totalement différent du count to score. Le count to score, c'est fait pour être très basique. Le déclenchement sur cible est fait pour être extrêmement avancé. Exemple, quand la personne clique sur la personne qui a mal mis son casque de sécurité, oui, ça va compter des points, elle va avoir raison, mais il va peut-être y avoir une animation avec un petit +1 qui va apparaître quelque part. Donc là, vous aurez créé par exemple une vidéo sur fond transparent, elle s'affichera. Vous aurez peut-être la lecture du son qui fera pouing quand la personne aura trouvé l'élément, par exemple, etc., etc. C'est beaucoup plus poussé et je vous invite à utiliser cette fonctionnalité. Bref, vous l'aurez compris, c'est très riche. Je sais que cette vidéo a été extrêmement longue et n'hésitez pas encore une fois à la revoir, à aller dans les sections dédiées si vous le désirez. C'est encore une fois uniquement un tour d'horizon. Quand vous allez voir, quand on va rentrer dans le vif du sujet, que vous allez travailler avec moi sur votre visite virtuelle interactive, vous allez très vite comprendre le fonctionnement. Mais c'était indispensable de faire ce premier tour d'horizon. Vous l'avez compris, ces différentes actions, vous les retrouverez à chaque fois que vous avez la possibilité de mettre une action sur 3D Vista. Que ce soit sur un bouton de votre menu sur la partie habillage ou que ce soit dans l'onglet panorama, dans la partie hotspot, où vous pourrez mettre sur n'importe quel hotspot ces différents types d'actions. Mais ça peut être également sur l'onglet vidéo 360, où vous avez aussi cette fonctionnalité hotspot. Vous allez mettre un hotspot et mettre une action qui est liée à celui-ci. Tout ceci génère en fait l'interactivité de votre visite virtuelle interactive. Elle peut être très simple, comme une visite virtuelle immobilière, en passant de panorama en panorama, mais elle peut être également très complexe, en passant de panorama en panorama, avec des quiz qui sont placés sur les panoramas, des vidéos qui apparaissent, des PDF à lire, des audios qui vont être joués, une partie de chasse au risque qui va arriver pendant la visite, un score qui va apparaître à la fin, etc., etc. À vous maintenant de commencer à construire votre visite virtuelle. Je vous remercie d'avoir suivi ce chapitre en intégralité. Maintenant, pour ceux qui sont sur un parcours professionnalisant, je vous invite à réaliser votre exercice pratique. Si vous le souhaitez, vous aurez le corrigé type qui apparaîtra juste après dans votre séquence. Pour ceux qui sont dans un cursus certifiant, je vous invite à réaliser votre exercice pratique, à le rendre dans votre cloud totalement privé et je vous fournirai bien évidemment votre corrigé individualisé.
Je vous remercie et à plus tard.